La seconde partie de notre débat consacrée ce soir à la situation au Liban, un pays déstabilisé aujourd'hui en interne avec ses mouvements citoyens qui réclament plus de transparence de la vie politique, mais un pays qui est également déstabilisé, on va en parler, par le conflit syrien. Le Liban qui accueille plus de 1 million de réfugiés syriens, c'est aujourd'hui un quart de la population libanaise. Selim El Medeb nous a rejoint, il est avec nous en direct de Beyrouth. Mais avant cela, je vais vous donner la parole, Elie Abdelhai, sur la présidence, le pays qui n'a toujours pas de président de la République, et vous dites que c'est quand même la clé pour sortir de la crise. Tout à fait. Élire un président au Liban, automatiquement, ça répond à une des revendications des manifestants. Ça met le gouvernement en mode de démission. Donc, du coup, ils vont simplement gérer les affaires journalières sans aller faire des grands projets. Élire un président, ça veut dire une nouvelle loi électorale votée par le Parlement. Nouvelle loi électorale, ça veut dire un nouveau Parlement élu par le peuple. Donc ça veut dire d'abord des élections législatives. Tout d'abord, élire un président. Et ensuite... élire un président. Parce que sans président, on ne peut pas changer la loi électorale au Liban. Moi, je suis surpris quand même que tous ces démocrates sur le plateau demandent d'élire un président par un Parlement qui n'a plus de légitimité. Voilà. Et ça, c'est incroyable. Je vous le reproche fermement. Vous qui êtes démocrate et qui êtes française, vous êtes en train de dire à un Libanais d'aller élire un président avec un Parlement qui a été et qui s'est prorogé 2 fois. C'est pas logique et c'est pas bon de dire ça médiatiquement. C'est pas moi qui suis à même Non, mais c'est pour ça. Non, mais c'est l'idée. Vous véhiculez médiatiquement, vous la véhiculez. On attend des analystes français et internationaux d'appliquer le minimum de démocratie qui sont dans leur pays à la démocratie libanaise et pas le contraire. Donc aujourd'hui... Allez, Elie Abdelhai, termine. Voilà, donc un nouveau président, ça veut dire une nouvelle loi électorale qui va changer le Parlement réellement. On va avoir un Parlement, des députés qui vont représenter vraiment le peuple libanais. Actuellement, si on fait une nouvelle élection parlementaire, on va avoir exactement plus ou moins 5 députés qui vont changer d'un camp à l'autre, exactement la même chose. On ne change rien. Donc, on va changer quand on va élire un président, en tant que communauté chrétienne, elle va participer avec les autres communautés pour changer la loi et avoir tous les ingrédients pour changer la loi électorale. Un nouveau Parlement, et ce nouveau Parlement, il va élire un nouveau président, il va voter pour un nouveau gouvernement qui va lui-même gérer les affaires. Ça veut dire qu'actuellement, les manifestants se trompent d'objectif. Changer le Parlement, ça ne veut rien dire. Casser le gouvernement actuel et entrer dans le chaos, c'est irresponsable. Généraliser, dire la politique, c'est de la corruption, c'est irresponsable non plus, parce que la politique, ce n'est pas la corruption. C'est gérer les affaires des gens de manière honnête. Finalement, vous défendez quand même vos affaires, entre guillemets. Non, pas du tout. On n'est pas au gouvernement, on n'a pas des affaires, nous, à défendre. Il est important, je vais quand même prendre un peu la parole par rapport à ça. Il est impensable que nous puissions, nous, dire ici... il va y avoir 5 députés de plus ou de moins. C'est le peuple qui élit et qui va dire s'il y a 40 députés de plus ou de moins. Et aujourd'hui, la raison, et la seule raison que tous les partis, à part le parti du CPL, ont accepté la prorogation, c'est qu'ils sont tous perdants. Et nous, on est gagnants, et on le dit haut et fort. On est gagnants dans ces élections parce qu'on a le bon discours, on est avec le changement, on a fait les réformes au sein de l'État qui ont été toutes refusées par ceux qui sont en place. Donc quand les gens vont voter, ils vont voter en analysant les choses contre les personnes qui ont refusé toutes les réformes. Et quand je vous parle du livre qui a été édité, ce que je demande aux manifestants aujourd'hui, c'est de le prendre et de le lire pour savoir l'étendue des dégâts au sein de l'État et de réclamer que les juges le saisissent pour qu'ils n'ont pas qu'ils descendent le régime. À ce qu'on dit, la chute du régime, on n'a pas besoin de briser le régime. Au Liban, c'est l'un des régimes les plus démocratiques dans le monde arabe. Mais c'est d'arrêter tous ces corrompus et de les juger. C'est un manque de justice qui est chez nous. C'est des corrompus qui se protègent les uns les autres. Oui, et parmi c'est des gens qui s'accusent aussi. Et parmi il n'y a pas d'accusation. Devant les juges, il n'y a qu'une seule vérité. C'est des gens aussi qui s'accusent mutuellement. Et finalement, vos discours, j'ai envie de vous dire, est-ce qu'ils ne sont pas loin de la préoccupation? Est-ce qu'ils ne sont pas loin des préoccupations finalement des Libanais? Mais la corruption démarre quand on confond le voleur avec le gendarme. Si vous n'êtes pas capable de lire un bouquin et de voir ce qu'il y a derrière, je ne parle pas de vous bien entendu, mais de l'ensemble de la population, et de voir qui sont les responsables derrière ça, c'est qu'on n'est pas capable de gouverner un pays après avoir manifesté. C'est bien de manifester, mais il faut transformer ça en revendication politique. Alors moi, la question que je voudrais poser à Selim El Medeb, parce que je vous ai bien entendu tous les deux, est-ce que ces partis politiques aujourd'hui, on les entend ce soir sur le plateau, est-ce qu'ils peuvent être menacés par ces protestataires dans la rue aujourd'hui?
Ah oui, tout à fait, ils peuvent se sentir menacés puisque d'ailleurs les organisateurs du mouvement sont très clairs. C'est l'ensemble de la classe politique qu'ils entendent dénoncer. On a vu à plusieurs reprises certains partis essayer de dire nous ne sommes pas responsables, ce sont la faute des autres. On vous encourage à vous manifester, on est avec vous dans les revendications, ce sont les nôtres. C'est notre correspondant, hein. Oui. C'est pas un militant, je le dis quand même à nos téléspectateurs. Mais de la part des organisateurs, il est très clair qu'ils entendent. Les organisateurs sont très clairs, ils disent qu'ils dénoncent l'ensemble de la classe politique, pas tel ou tel parti, mais l'ensemble de la classe politique. Et d'ailleurs, vous parliez de traduire le mouvement en termes politiques. Eh bien, beaucoup de manifestants ici, même si les organisateurs n'y semblent pas encore prêts, souhaitent voir, lors d'élections législatives, de nouveaux partis émerger et ces partis se présenter pour pouvoir intégrer le Parlement et obtenir de résultats réels et sur le long terme. Donc il y a une certaine maturité politique ici au sein du mouvement. Maintenant, toute la question est de savoir s'il arrivera à se pérenniser et il arrivera à réunir vraiment de très nombreux Libanais autour de ces revendications. Or, bon, ce soir, on peut le voir, il y a peu de monde derrière moi, pas plus d'une centaine de personnes encore. La question est de savoir si ce mouvement va pouvoir durer et va pouvoir avoir un réel impact sur l'organisation politique ici au Liban. Vous y croyez, ça, Agnès Levallois, la naissance justement d'un autre mouvement, peut-être même d'une révolution au Liban? Certains ont évoqué cette idée. On va toujours un peu trop vite maintenant. Oui, je crois qu'on va sûrement un petit peu vite. Ce qui est clair, c'est que ce mouvement exprime de vraies revendications d'une partie de la population. Alors, on l'a dit, c'est quand même un mouvement qui touche beaucoup de jeunes, qui est beaucoup à Beyrouth, hein, qui n'a pas gagné quand même l'ensemble du territoire, à ma connaissance en tous les cas, jusqu'à aujourd'hui, d'une classe moyenne qui effectivement, là, veut exprimer des revendications, qui ne souhaitent plus vivre dans les structures telles qu'elles existent aujourd'hui. Maintenant, la question qui se pose, c'est qui est en mesure de récupérer, pas dans le mauvais sens du terme, parce que le terme de récupération peut avoir une connotation tout à fait négative, mais quels sont les responsables, jeunes ou moins jeunes politiques, qui pourraient transformer cette mobilisation en un projet politique. Et on voit bien qu'aujourd'hui, la difficulté, elle est là, puisque en dehors des classiques de la vie politique que l'on connaît depuis toujours, qui est là pour pouvoir traduire, faire un projet politique auquel un certain nombre de manifestants pourraient adhérer dans le cadre justement de consultations électorales. Donc est-ce que ce mouvement du coup va pouvoir continuer? Est-ce qu'il va avoir le souffle nécessaire avec un encadrement politique? Parce que ces revendications, on ne peut qu'adhérer, et d'ailleurs tout le monde autour de ce plateau est d'accord, parce que tout le monde ne peut qu'adhérer à ces revendications. Mais maintenant, concrètement, politiquement, qu'est-ce qu'on en fait? En sachant que quand même ces jeunes ne veulent plus de cette classe politique qui a montré son incurie et son incapacité à répondre aux défis qui se posent au pays. Même si on parle, par exemple, de la situation des réfugiés syriens, qui est une vraie question pour le Liban, puisqu'il y a au moins un quart de la population aujourd'hui représentée par ces réfugiés. On a vu tout au début de la révolution syrienne un gouvernement qui n'a pas été capable de prendre des décisions qui a laissé faire. Et un beau matin, on a vu ce gouvernement se réveiller en se disant la situation est ingérable, donc on ferme les frontières. Mais ils ont fermé les frontières à un moment où déjà beaucoup de ces réfugiés étaient venus. Et fermer les frontières peut-être, mais pour faire quoi et comment on gère après? Donc on voit bien que si on prend les problèmes les uns après les autres, que ce soit la question de l'électricité, de l'eau, des infrastructures et même la question des réfugiés syriens n'a absolument pas été gérée par ce gouvernement qui est incapable de gérer le moindre problème qui se présente à lui, puisqu'on voit une classe politique. Alors là, je suis peut-être très sévère et c'est peut-être plus facile pour moi de le dire parce que je ne suis pas partie prenante à ce conflit. Une classe politique qui est beaucoup plus préoccupée par sauvegarder ses intérêts que de répondre quand même à la demande de la population, quelle qu'elle soit. Et ça, je veux dire, c'est quelque chose dont je suis absolument convaincue en entendant toutes les revendications de ces jeunes et de toute la connaissance de cette vie politique depuis quelques années du Liban. La partie du vice, je dirais, au Liban, c'est que ces personnes-là ont voté pour ces personnes corrompues. Donc il faut qu'à un moment donné, ce soit le citoyen qui change de vote. Ce n'est pas le régime, c'est quand on part dans les urnes d'identifier les corrompus et de dire on ne vote plus pour eux. Or, depuis plus de 25 ans, on vote pour les mêmes personnes.
Donc à un moment donné, on n'est pas dans une dictature au Liban comme en Syrie ou comme en Libye. Il y a une démocratie et ce n'est pas quelqu'un qui a mis le pistolet sur la tempe de quelqu'un d'autre pour venir voter. Donc toutes ces personnes qui manifestent aujourd'hui, nous on manifestait, hein, mais on savait pourquoi, parce qu'on était en opposition dès le départ. Mais toutes les personnes qui se réveillent aujourd'hui font partie du système qui a abouti aujourd'hui à l'impasse, parce qu'ils ont voté d'une part ou d'autre à ces mêmes personnes. Peut-être qu'il n'y a plus de choix politique aussi. C'est souvent aussi le problème, c'est que les choix politiques sont toujours les mêmes. Il y a toujours le choix. Moi, j'aurais souhaité que ces gens-là manifestaient pour faire pression sur les parlementaires pour élire un président. J'aurais souhaité ça. J'aurais souhaité aussi que ces gens-là ne prennent pas le chaos et ne cassent pas l'ordre républicain. J'aurais souhaité que ces gens-là soient là pour porter des demandes légitimes, bien sûr. D'ailleurs, c'est les demandes de tous les Libanais, ce n'est pas leur demande, c'est les demandes des forces libanaises, de tous les autres partis. Et dans le projet présidentiel du candidat des forces libanaises, qui est Dr Jarjah, on a bien établi une liste des changements contre la corruption. Je termine. Contre la corruption, contre les problèmes de l'écologie, réforme judiciaire. Tous les problèmes qu'on voit et que tout le monde revendique, c'est les revendications de tous les Libanais. Donc du coup, ça, c'est quelque chose de légitime pour tout le monde. Par contre, attention aux manipulations. Ces gens-là, ils ne sont pas d'accord entre eux. Il faut le voir. Il fallait voir hier, dans la manifestation, les groupes qui étaient les uns contre les autres au sein des mouvements. Je reviendrai sur le problème de la présidence après, monsieur. D'ailleurs, là-dedans, ils ne sont pas d'accord déjà sur comment mener et quoi faire et quoi revendiquer. C'est malheureux, par contre, parce que c'est toute une énergie qui part dans l'air. Il a fallu... Et ça vous rassure, ça, justement, le fait qu'ils ne soient pas très bien mobilisés? Parce que vous dites qu'il y a peut-être un risque de chaos derrière. Oui, pour moi, c'est le chaos. Déjà un pays très fragilisé. Pour moi, c'est l'ordre républicain et c'est le chaos qui me fait peur dans un contexte régional qui fait... Ce qui est clair, c'est que la preuve de ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas d'offre politique aujourd'hui au Liban en mesure de répondre à la revendication de ces manifestants. C'est la démonstration. S'il y avait une offre politique, j'imagine, mais s'il y avait une offre politique acceptable, on voit bien que les Libanais, dans cette affaire, moi je suis quand même impressionnée par la maturité de ces Libanais qui manifestent et d'une absence de volonté de chaos. C'est pour ça que je ne suis pas du tout d'accord avec vous sur l'utilisation du terme chaos. Quand on voit les manifestations qu'il y a eu, dans un autre contexte, il pourrait y avoir des violences bien plus grandes. Je trouve qu'au contraire, ces manifestations, même s'il y a eu de temps en temps des tentatives de petits groupes, de vouloir être... Allez, Agnès Levallois termine. Il y a un bris de glace il y a quelques années. On sait bien après le... Oui, mais donc c'est pour ça que je veux dire qu'il n'y a pas de chaos dans ces manifestations et que ça, c'est à mettre au crédit de ces manifestants qui ne veulent pas justement provoquer un chaos et faire en sorte que la situation soit ingérable. Et simplement, ce que ce mouvement veut dire, et j'insiste sur ce point, c'est qu'il n'y a pas d'offre politique qui peut répondre aux aspirations de ces Libanais. Sinon, on ne serait pas dans cette situation. Il y a un manque de maturité pour identifier la bonne offre. Pour la présidentielle, l'opinion par rapport à la présidentielle, c'est qu'aujourd'hui, le choix qu'on a proposé, vous avez dit que le général, il voulait la présidence, mais vous le lisez mal. Ce qu'il a proposé, c'est deux manières pour élire un président. Et quand on élit, on ne désigne pas, à ma connaissance. La première manière, c'est au niveau du gouvernement, où on fait une loi électorale parce qu'elle est complètement aberrante, la loi électorale aujourd'hui. Elle a été formulée par les Syriens avec Hariri. Et depuis, les chrétiens sont très peu représentés au sein de cet État confessionnel. Déjà qu'ils sont éliminés à travers le monde arabe, si on élimine leur présence politique au Liban, c'est une catastrophe. Donc c'est de faire une loi électorale équitable qui respecte la constitution libanaise et de faire l'élection du Parlement, suite auquel le nouveau Parlement peut élire un nouveau président. C'est l'ordre logique des choses. Par contre, si on refuse cet aspect des choses, il y a une deuxième proposition qu'on a faite, c'est une élection, au moins dans un premier temps, par le peuple, en direct. Donc je ne pense pas que le peuple puisse désigner un tel ou un tel. Le peuple désigne celui qui veut. Le général sera candidat comme d'autres. Donc il est responsable parfois de véhiculer l'idée que quelqu'un veut prendre la présidence. Du moment où on propose une loi électorale où le peuple se prononce, c'est le peuple qui la source du pouvoir, complètement la source du pouvoir. Et ces deux propositions sont actuellement refusées par l'actuel gouvernement. Bon, après, ça, c'est des guerres sur lesquelles on va pas rentrer. C'est le principe de la démocratie. Les différents partis politiques. Ne nous confondez pas. Pas du tout. Ça va être trop compliqué. À chaque fois, on essaie. Céline Medeb, je vais vous poser la question concernant le chaos. Est-ce que vous craignez un risque de chaos sur ce plateau? Elie Abdelel craint ce risque de chaos. Agnès Levallois, non. Quel est votre sentiment?
Eh bien, mon sentiment, c'est que les partis politiques libanais utilisent assez facilement le terme de chaos pour permettre de critiquer ce mouvement. Ça a été fait dans un communiqué du courant du futur de l'ex-premier ministre Saad Hariri et ça a été fait aussi du côté du courant patriotique libre quant à l'occupation du ministère de l'Environnement qui a eu lieu hier. Mais pour l'instant, eh bien, le chaos, il est plutôt du côté des institutions libanaises, pour être tout à fait honnête. En fait, quand on voit qu'il n'y a pas de président depuis plus d'1 an et que les partis, d'un côté comme de l'autre du spectre politique, ne semblent absolument pas prêts à s'entendre ensemble, à réussir à trouver une solution ensemble pour retourner devant le peuple et retrouver une légitimité, notamment au sein du Parlement, eh bien, le chaos, et d'ailleurs je pense que les discussions sur le plateau, d'une certaine manière, permettaient aux téléspectateurs de le comprendre, eh bien, le chaos, on le trouve plutôt dans la classe politique libanaise. Agnès Levallois, personne n'a intérêt, on peut le dire aujourd'hui, à une déstabilisation du Liban parce qu'il y a quand même des parrains étrangers, il y a l'Arabie Saoudite quand même derrière, il y a l'Iran quand même derrière, il y a la France qui reste aussi évidemment très vigilante. Personne aujourd'hui n'a intérêt à une déstabilisation de ce pays ? Oui, bien sûr, personne n'a intérêt dans un Moyen-Orient qui aujourd'hui est en plein, alors là pour le coup en plein chaos, personne ne souhaite cette déstabilisation. Ce qui est frappant, je trouve, dans ce qui se joue au Liban là depuis quelques semaines, c'est que c'est vrai que le Liban a toujours été la caisse de résonance de tous les conflits régionaux depuis des années et des années. Là, dans ce cas précis, on a vraiment le sentiment que ce mouvement part de la population libanaise, des jeunes Libanais, face à une incurie totale de ce gouvernement. Donc on voit bien qu'à l'heure actuelle, aujourd'hui, les parrains traditionnels des différentes forces politiques au Liban ne sont pas en première ligne dans ce qui est en train de se jouer, alors que ces parrains ont pu l'être à des périodes déterminées. On ne va pas refaire l'histoire du Liban ce soir. Ces parrains, c'est l'Arabie Saoudite, c'est l'Iran. Ça peut être l'Iran, ça a été l'Irak à une période, ça a été Israël à d'autres moments de l'histoire du Liban. Pratiquement tout le monde, à un moment ou à un autre, a été partie prenante dans cette affaire libanaise. Moi, ce qui me frappe aujourd'hui, c'est qu'on voit vraiment une affaire qui est vraiment libano-libanaise, avec le souhait, personne ne souhaite une déstabilisation de ce pays dans le contexte actuel. Donc maintenant, est-ce qu'un certain nombre de parrains extérieurs vont avoir envie de s'immiscer dans ce qui est en train de se jouer? Pour l'instant, je n'en sais rien. Je n'en sais rien. Je ne crois pas, parce que je pense qu'en même temps, dans le contexte actuel, que ce soit l'Iran, que ce soit l'Arabie Saoudite, ils ont d'énormes autres problèmes à régler. Je pense en particulier à l'Arabie Saoudite avec l'affaire yéménite, avec en plus l'histoire de l'attentat dont vous venez de parler dans le rappel des titres. Donc je pense que les Saoudiens aujourd'hui ont de nombreuses préoccupations. L'Iran a d'autres préoccupations, même si elle va garder un œil très très attentif sur ce qui se passe au Liban, parce que c'est très important pour l'Iran en relation également avec ce qui se passe en Syrie. Mais là, ça peut être l'objet d'une autre discussion. Donc c'est vrai que le Liban a toujours été caisse de résonance. Là, dans cette affaire-là, j'ai l'impression que c'est moins le cas de ce qui s'est passé auparavant, mais peut-être que je me trompe, ou on va voir comment les choses vont évoluer dans les jours et les semaines à venir. Il y a certains aspects quand même qui méritent réflexion. En fait, moi, ce qui m'a interpellé le plus, sans rentrer dans les détails, c'est pas la dimension à laquelle on met la manifestation, c'est quand même quelques milliers de manifestants, alors qu'il y a quelques années, on était plusieurs centaines de milliers, et même 1 million à la place des Matières, sans problème. Ce qui m'a interpellé le plus, j'étais là-bas, c'est que l'affaire a démarré avec 20 manifestants. Et une semaine, le 12 août, il y avait une autre manifestation, ils étaient plusieurs milliers, sans aucune couverture médiatique, et notamment le courant patriotique contre la corruption. On était le premier à descendre dans la rue. Arrivé avec les 20 manifestants, il y avait une couverture médiatique 24 heures sur 24. La LBC, la New TV, donc 3 ou 4 télévisions, qui sont reconnus pour notamment leur bonne relation avec certains pays arabes, ont donné une couverture, mais surdimensionnée, un petit événement qui a démarré, dont les demandes sont complètement légitimes, jusqu'à en faire des couvertures sur la CNN. Hein. On est devenus internationaux. Et là, vous parlez d'un complot, là. Je ne parle pas d'un complot, je dis qu'il fallait analyser. C'est vous qui parlez de complot. Moi, je dis qu'il fallait analyser. Non, il fallait analyser. Pourquoi je dis ça? Parce qu'on est des analystes, hein. On n'est pas des gamins en train d'intervenir sur un plateau, et la moindre des choses, c'est de relever des faits et après de donner les analyses. Après, les complots, c'est vous qui interprétez les choses. Donc, par rapport à cette analyse-là, je mentionne quand même qu'il y a eu un accord irano-américain dont la traduction sur le terrain va s'effectuer d'ici 2-3 mois. Donc, cette traduction sur le terrain qui va s'effectuer d'ici 2-3 mois, entre ce mouvement qui quand même s'est attaqué à tout le monde, on a mis les photos de gens qui étaient anticorruption à la place des Martyrs, sauf une branche précise, quelle
s'appelle M. Sanura, c'est la branche radicale qui est proche des Saoudiens, qui n'a jamais été mentionnée et qui est responsable de toutes les corruptions à peu près qui existent au Liban. Donc ça, c'est un fait qui interpelle. On se perd. Je vous promets qu'on se perd. Au Liban, si vous ne vous perdez pas, c'est que vous êtes très fort. Voilà. Mais on essaye d'analyser les choses. Moi, je suis perdu. On dit toujours l'Orient compliqué, cette grande phrase qu'on a dans la bouche. L'idée simple, c'est des élections au Liban. Là, je suis complètement perdu. Un mot, le mot de la fin, Elie Abdellah. Moi, ce que je dis, c'est que M. El Medeb, il a dit la classe politique crée le chaos ou bien elle craint le chaos. Je parle en tant que force libanaise, on ne craint pas. Nos ministres étaient dans les quelques gouvernements, parce que depuis 2005, on a participé au pouvoir, et maintenant on n'est pas là-dedans, étaient exemplaires. Nos ministres étaient exemplaires dans toutes les fonctions qu'ils ont menées. On continue à œuvrer pour un nouveau Liban. Nous supportons toutes les demandes et les revendications. On ne supporte pas le chaos et le changement passe par des élections présidentielles et non pas par casser l'ordre républicain. Il faut peut-être faire bouger aussi les choses et que ces jeunes manifestants souhaitent effectivement faire bouger les choses parce qu'en attendant, rien ne fonctionne et qu'ils aimeraient simplement vivre dans des conditions décentes dans un pays qui normalement est quand même un pays dans lequel un certain nombre de choses doivent fonctionner parce que c'est un pays qui a un potentiel énorme mais qui aujourd'hui est quand même bouffé, mais il faut saluer la société civile par ces élites politiques qui ne se remettent pas beaucoup en question et qui ne veulent rien lâcher de ce qu'elles ont entre leurs mains et parler très crûment de partage du gâteau. Voilà, il faut pas généraliser. Merci Agnès Evala, ce sera le mot de la fin. Merci à tous les deux encore d'avoir participé à ce débat. Merci beaucoup à Selim El Medeb qui était avec nous. Et merci également à Marwan Malouf qui était avec nous dans la première partie de ce débat. C'est la fin de ce débat. Tout de suite un œil sur les médias avec Steven Jambou. Bonsoir Steven. Bonsoir Vanessa, bonsoir à tous. Et on continue à parler de l'escalade de ce mouvement anticorruption au Liban qui se déroule également sur les réseaux sociaux. Il y a de nombreuses réactions. Oui, évidemment. Et regardez d'abord, je vais vous montrer ce petit graphique qui nous montre la popularité des mots-clés, des hashtags Yousting dont vous puez et son équivalent en arabe. D'ailleurs, on remarquera en bleu, c'est le hashtag utilisé en arabe et en rouge, celui utilisé en anglais. Donc beaucoup de réactions sur les réseaux sociaux. Depuis ces derniers jours, on a remarqué un gros pic autour du 22 août dernier. Ça se passe aussi évidemment sur Facebook avec cette page Facebook du mouvement très alimentée, elle aussi très suivie, 180 000 personnes like cette page sur Facebook où l'on voit en temps réel quasiment, j'ai envie de dire, les vidéos, les photos qui sont postées ici. Par exemple, c'était hier du côté du ministère de l'Environnement. Alors, beaucoup de questions, je ne vais pas revenir sur le débat que vous avez fait tout à l'heure. L'Orient le jour qui titre l'escalade. Et après, on se pose évidemment la question de ce qui va venir après. Le Liban est-il à un carrefour? Alors qu'un petit clin d'œil était tweeté hier par l'ambassade de France au Liban qui mettait, voici 95 ans, proclamation du Grand Liban à la résidence des Pins le 1er septembre 1920. Une photo du journal L'Illustration, pouvait-on lire. Alors pour ceux qui n'ont pas vraiment suivi cette crise et qui ont pris ce débat en cours aujourd'hui, je les invite à se rendre sur le site d'Arte pour lire cet article, La classe politique libanaise aux ordures, qui nous rappelle les événements de ces derniers jours, qui revient sur les faits, les raisons du ras-le-bol populaire, donc la crise économique, la crise de l'électricité, le système de soins et d'éducation inexistant, une crise politique et institutionnelle majeure et la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Évidemment, les ordures, ainsi que les réclamations, les revendications des manifestants, avec en bas de la page des initiatives qui montrent que la création aussi se saisit de ces événements, avec ces chorégraphes, ces danseurs qui se mettent à faire des figures de danse devant les ordures. Voilà ce que j'avais à vous montrer aujourd'hui sur le Liban. On passe à la question des réfugiés avec une photo terrible qui a été prise ce matin en Turquie qu'on a choisi de ne pas montrer. Alors voilà, je vous la montre ainsi, très floue. Je vous laisse imaginer un enfant qui doit avoir 1 à 2 ans, t-shirt rouge, short bleu, en chaussures, la face contre le sable.
C'est sur une plage du côté de Bodrum, cité balnéaire turque, donc au large de l'île grecque, au large se trouve l'île grecque de Kos, que beaucoup de réfugiés tentent de rejoindre. Donc cette photo a été prise ce matin par l'agence Reuters. Elle est très partagée aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Peter Bouckert de Human Rights Watch a par exemple tweeté cette photo en mettant « Arrêtez-vous un instant, imaginez que c'est votre enfant qui essaye de fuir la Syrie et en cherchant la sécurité en Europe ». Alors évidemment, c'est très repris et beaucoup de sites internet le reprennent à l'étranger plus qu'en France. En France, les médias français comme France 24 ont choisi de ne pas montrer cette image, mais regardez par exemple le Guardian montre cette image avec un avertissement. Attention, ces images peuvent déranger certains utilisateurs. Le Télégraphe a choisi également de montrer cette photo et explique pourquoi. Sachez enfin, pour terminer, que pour revenir sur cette route qu'empruntent les migrants, je vous invite à vous rendre sur le site de France 24 pour lire le carnet de route de nos envoyés spéciaux dans la région qui se trouve actuellement dans les Balkans, donc pour suivre. Formidable, ils sont partis donc de Grèce, de Thessalonique et ils vont aller jusqu'à Calais. Ils vont suivre donc toute la route des 3000 km, des migrants, 3000 km, et on peut d'ailleurs les retrouver tous les soirs dans nos journaux. Vous les voyez à l'image, Karima Kiki et Adèle Gastel. Voilà, et Fernand Vantets. Merci, vous m'avez bien aidé. Merci encore à tous les trois, tous les quatre avec Céline Medeb d'avoir participé à ce débat. Merci à vous de nous avoir suivis. Très belle soirée, je vous retrouve demain soir à partir de 18h de Paris. Tout de suite, le journal sur France 24.